dans leur livre que 80% de l'augmentation des dépenses en santé, c'est dû à ces nouveautés qui n'apportent pas grand-chose. Je ne me contenterai pas de faire cette affirmation, je vais essayer de l'appuyer. Alors, les nouveautés des médicaments innovants. Alors, vous avez sur ce tableau-là la cotation des nouvelles spécialités ou indications qui sont sorties en 2000 et 2009. Et sur les 984 médicaments qui ont été évalués par la revue Prescrire en France, c'est une revue indépendante, qui ne reçoit aucun argent ni de l'industrie pharmaceutique, ni des gouvernements. Ils sont financés tout simplement par leurs abonnés. Alors, il y a 2 médicaments qui sont mérités la cotation Bravo. Ce sont des médicaments véritablement innovateurs et qui font une grosse différence, une question de vie et de mort. 18 qui sont mérités la cotation intéressant et 75, c'est-à-dire 12,7%, sont mérités la cotation apporte quelque chose. Les innovations intéressantes et vraiment utiles, surtout dans quel domaine, je dirais? Ça peut être dans différents domaines, comme par exemple dans le domaine du cancer. J'en parlais, il y a un médicament tout à l'heure dont je vais vous parler. La thalidomide, ça vous dit quelque chose? Bon. Même en santé mentale, c'est pareil pour les médicaments en psychiatrie. J'arrive là-dessus. Entre 2001 et 2009, Prescrire, c'était une affaire française. Entre 2001 et 2009, 19 des 192 produits qui ont été évalués par le conseil d'examen se méritaient le qualificatif nouvelle substance ou percée. Et je mets percée entre guillemets, c'est-à-dire même pas 10%. Alors, une percée, c'est un médicament, selon le CEPLD, qui est premier à traiter une maladie ou qui, en principe, représente une amélioration importante par rapport aux anciens traitements, aux anciens médicaments. Alors, parmi les percées, on compte les dérivés de médicaments qui existent ou les images miroirs dont l'efficacité et l'innocuité sont censées différer. Un exemple, un médicament que vous connaissez probablement bien, le Nexium, pour les ulcères d'estomac et les brûlures d'estomac. Le Nexium, c'est l'image miroir du Prilosec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la molécule et on l'a coupée en deux. Et on l'a breveté. Un côté, autrement dit, le Nexium, c'est un demi-Prilosec. OK? Mais est-ce que, véritablement, le Nexium constitue l'amélioration? Alors, ça rentre dans les médicaments qui sont censés être innovants, qui sont censés être meilleurs que les anciens. Le Prilosec a déjà été le médicament qui était le plus prescrit avec des ventes de 6 milliards de dollars. C'est 2 fois plus de profit que tous les McDo, Wendy's, KFC, Taco Bell, Pizza Hut réunis. D'ailleurs, si vous voulez des brûlures d'estomac, allez manger ces pizzas. Je ne sais pas si l'industrie pharmaceutique a des actions. Mais en tout cas, il y a une belle annonce à la télé je ne me souviens plus quel médicament, la ranitidine, c'est le nom générique, je ne me souviens plus du nom. Il dit, vous pouvez manger de la pizza à 11 heures, pas de problème, vous avez juste à prendre Zantac, c'est ça, voilà. Le Pantoloc. Pantoloc, c'en est un autre famille de médicaments qui n'est pas mauvais. Bon, alors il ne fallait pas tuer, évidemment, la poule aux œufs d'or, 6 milliards de ventes, c'est absolument extraordinaire. Alors, au moment où le brevet de Prilosec arrivait à échéance, qu'est-ce qu'on a fait? Le fabricant a breveté l'image miroir, comme je le disais tout à l'heure. Il a organisé 4 essais cliniques. Là-dessus, il y en avait 2 qui comparaient des doses plus fortes de Nexium que de Prilosec. Et comme par magie, le Nexium est sorti vainqueur dans 2 des 4 essais cliniques, mais par une faible marge. Alors, pour le positionner sur le marché, ce que le fabricant a fait, AstraZeneca, il a organisé une campagne de 489 millions de dollars. Et selon la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, les prétentions du fabricant quant à la supériorité du Prilosec ne sont pas fondées sur des données probantes. Le Nexium se vend autour de 2,10 $ la pilule. Et le Prilosec est disponible sous forme générique, beaucoup moins cher. Mais on n'annonce pas le Prilosec, on annonce le Nexium. Dans près de 2 tiers des cas, il est prescrit pour des problèmes mineurs, c'est-à-dire pour des brûlures d'estomac, alors que des produits en vente libre
qui se vendent pour une fraction du prix, 3, 4, 5 cents, font aussi bien l'affaire. Alors, il est efficace pour les ulcères, effectivement, avec des antibiotiques, mais il peut s'accompagner d'effets indésirables très graves, pneumonie, ostéoporose, maladie du rein, etc., etc. Alors, la plupart de ces nouveautés, c'est ce qu'on appelle, dans le langage pharmaceutique, des MeToo, c'est des moi aussi. Des imitations, qu'on les appelle en France, puis les pharmaciens ici les appellent des C-codes. Lipitor, c'est comme Zocor, autrement dit. Alors, en France, on trouve 256 médicaments concurrents qui correspondent à 20 molécules quasi identiques. Et c'est une sommité médicale aux États-Unis, le docteur Jerry Vaughan, que vous voyez ici, qui qualifie ça de masturbation moléculaire. Alors, comme ces médicaments-là sont la plupart du temps équivalents à ceux qui existent déjà, la seule façon d'élargir le marché, puis de convaincre les médecins et les patients de s'abonner à ces médicaments-là, de dire que bon, ma molécule est supérieure à la vôtre, ça consiste à faire la promotion agressive, quitte à supprimer ou à torturer les données, comme on l'a vu pour le Nexium. Les nouveautés, des choix thérapeutiques, ça peut répondre à votre question, des choix thérapeutiques douteux et potentiellement dangereux, exemple, le Zyprexa. Donc, le Zyprexa, c'est ce qu'on appelle un neuroleptique, un antipsychotique. C'est un médicament qui est approuvé pour traiter la schizophrénie et la maniaco-dépression. Alors, quand un médicament est approuvé par une agence comme la FDA ou Santé Canada, les compagnies n'ont pas le droit de faire de la publicité pour d'autres indications, pour d'autres problèmes, pour d'autres maladies. Alors, aux États-Unis, le Zyprexa s'est retrouvé sur la liste des 8 médicaments les plus prescrits entre 2000 et 2007. Un médicament approuvé pour traiter 2% de la population se retrouve sur la liste des médicaments les plus prescrits. Et au Québec, le breveté, parce que maintenant il est disponible sous forme générique depuis très peu, le breveté est 100 fois plus dispendieux que les produits de première génération, que les neuroleptiques de première génération comme Aldol, Carfenazine, etc., etc., etc. Vous pouvez vérifier sur la liste des médicaments du Québec, vous le verrez. Alors, le Zyprexa, c'est ce qu'on appelle un neuroleptique atypique, c'est-à-dire un neuroleptique de deuxième génération, tout comme Risperdal ou Serapel. Alors, ces nouveautés ont été produites par l'industrie pharmaceutique comme étant plus efficaces et moins toxiques que les neuroleptiques conventionnels, les neuroleptiques de première génération. Alors, c'est ce que réfute, par exemple, le journal, le British Journal of Psychiatry, parmi d'autres, Tim Kendall, The Rise and Fall of Atypical Antipsychotics, et la FDA, lorsqu'ils ont été approuvés, a formellement interdit aux fabricants de les annoncer comme étant supérieurs aux neuroleptiques conventionnels. Alors, les neuroleptiques, c'est des tranquillisants majeurs. Ce n'est pas du Valium, c'est quelque chose de très puissant. Et puis, ils sont prescrits hors indication pour calmer les jeunes qui sont turbulents ou même qui souffrent du TDAH et les personnes âgées dans les foyers en général qui souffrent de démence. Selon David Brayan de la Food and Drug Administration aux États-Unis, ces utilisations non conformes, qui sont pas reconnues par la FDA, seraient annuellement responsables de 62 000 morts supplémentaires. Eli Lilly, le fabricant du Zyprexa, justement, a organisé des essais cliniques. Et puis, ces essais cliniques, dans ces essais cliniques-là, on montrait que les personnes âgées dans les résidences qui prenaient le Zyprexa étaient 2 fois plus à risque de mourir que celles qui prenaient un placebo. Alors, ce sont les essais cliniques de la phénomène grave que les anciens neuroleptiques. Des symptômes semblables à la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle la dyskinésie tardive, c'est-à-dire des mouvements involontaires de la partie supérieure du corps, de la langue, des membres, etc. De l'acathisie, c'est-à-dire que les gens deviennent extrêmement nerveux, agressifs. Les patients, par exemple, décrivent ça comme j'ai envie de sortir de ma peau, ils ne tiennent plus en place, ils deviennent très agressifs. Et le syndrome malin des neuroleptiques, qui peut causer la mort dans peut-être 10% des cas. Alors, Lilly a en plus versé 1,2 milliard d'indemnités aux victimes
pour régler 30 000 poursuites. C'était la troisième fois qu'Eli Lilly avait été condamné pour promotion frauduleuse. Vous savez ce qui arrive la troisième fois que vous volez un pain en Californie? Ben, c'est la prison à vie. Hein? Alors là, vous volez 3 pains, c'est la prison à vie. Vous faites 36 milliards de ventes en quelques années, en 8 ans. Et là, ça a été beaucoup plus que 8 ans. Vous êtes le génie de la finance, bien sûr. Alors, un autre exemple, l'Avandia. Hein? L'Avandia, c'est un antidiabétique oral qui se vend au Québec, qui se vendait parce qu'il se vend beaucoup moins, de 10 à 14 fois plus cher que la metformine. Hein? La metformine qui est passée au statut de générique, et selon les Annals of Internal Medicine, la metformine est aussi efficace et beaucoup plus sécuritaire que l'Avandia. Alors, il a fait ce médicament-là l'objet d'une enquête de 2 ans du Sénat américain. Hein? Il était à l'origine de 83 000 crises cardiaques supplémentaires. Et sa vente a été suspendue par l'Agence européenne du médicament. Et Santé Canada le rend toujours disponible, même s'il est disparu des tablettes de pharmacie, le rend toujours disponible en vertu d'un programme spécial. Alors, c'est un autre MeToo, hein, qui a été approuvé à partir de critères de substitution. Les critères de substitution, hein, dans les essais cliniques, là, on ne se demande pas des fois, est-ce que ce médicament-là va sauver une vie, est-ce qu'il va sauver des crises cardiaques, est-ce qu'il va sauver des AVC? Non. Avec les antidiabétiques, est-ce qu'il baisse le taux de sucre? Ah, il baisse le taux de sucre, OK, on l'approuve. Est-ce qu'il baisse le taux de cholestérol? Ah, OK, on l'approuve. Mais est-ce qu'il réduit la mortalité? Est-ce qu'il réduit les effets de la maladie? Pas nécessairement. Alors, on les approuve à partir de critères de substitution, et ça, c'est un problème. Alors, GSK, GlaxoSmithKline, qui a fabriqué les vaccins pour le H1N1, Oui. a été condamné aux États-Unis à 3 milliards de dollars d'amende pour publicité trompeuse à propos de l'Avandia, pour avoir caché que l'Avandia causait des crises cardiaques, et aussi à cause du Paxil, avoir caché, entre autres, que les jeunes qui prenaient du Paxil, premièrement, que ce médicament-là était inefficace pour la dépression chez les jeunes. Il avait organisé, par exemple, 2 essais cliniques. Dans un premier essai clinique, le Paxil était battu par le placebo, et puis dans le deuxième essai clinique, il était aussi efficace que le placebo, c'est-à-dire pas très efficace. Pour Wellbutrin aussi, un autre antidépresseur de la compagnie. Et non seulement ça, mais le Paxil aussi causait 2 à 3 fois plus de pensées et d'idées de comportements suicidaires que les patients qui étaient sous placebo. Alors, GlaxoSmithKline a caché tout ça à la population et ils ont été condamnés cette année. Hein, c'est une des plus grosses amendes auxquelles les compagnies pharmaceutiques ont dû faire face, 3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. Ici, rien. Alors, malgré la démographie, on l'a vu, la démographie, le vieillissement de la population, l'agrandissement de la population, l'envol de la consommation crève les yeux. En 1985, par exemple, on dépensait au Québec 125 $ par habitant en médicaments, et puis en 2009, 954, et ce sera 1034 selon la prévision d'ICIS. Par comparaison à la Colombie-Britannique, en 2009, c'était 701 $. Alors donc, on consomme ici beaucoup plus de médicaments que les gens de la Colombie-Britannique. La troisième partie. Alors, j'ai abordé la stratégie industrielle du gouvernement, qui est ni plus ni moins une forme de bien-être social